Bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence, la conférence que j'ai le plaisir d'animer cet après-midi, euh, autour de l'intitulé ou le sujet euh, de la CIJ, en tout cas dénommé la CIJ et la situation au Proche-Orient. Je voudrais tout d'abord euh, vous souhaiter la bienvenue aussi bien pour pour les personnes présentes ainsi que les personnes l'auditoire qui se trouve loin et qui nous à travers les moyens technologiques. Bienvenue à tout le monde. Euh, donc, cette, euh, cette cette conférence est d'actualité, tout d'abord. Hein, c'est véritablement le sujet d'actualité, surtout dans la zone du Proche-Orient. Euh, Vu les événements qui se succèdent d'une manière accélérée, Euh, et durant tout au long de cette conférence, nous allons essayer, en tout cas, d'éclairer au mieux ce qui se passe sur la scène internationale, au niveau de la juridiction de la Cour internationale de justice, et ainsi mettre au clair quelques points. Voilà. Le plan que je vais suivre dans mon intervention euh, sera essentiellement euh, donc partagé entre deux parties, composé de deux parties. Une première partie qui va essentiellement aborder la CIJ, la Cour internationale de justice, pour réellement comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit réellement, les contours de les contours de de cette juridiction, de cette cour, et comprendre aussi bien d'où elle vient, aussi parce que c'est important, ainsi que les compétences, ses compétences, et tout ce qui tourne autour de son statut, mais aussi de sa situation par rapport à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies, pour passer dans une seconde partie à la situation au Proche-Orient et le rôle de la Cour internationale de justice, euh, dans le cours des événements. Tout d'abord, tout d'abord, cette question de la justice internationale, c'est quelque chose qui n'est pas récent. La justice internationale, on a déjà vu, en tout cas, l'ordre juridique international a vu, a été témoin de la création au moins, je dirais, deux juridictions internationales. Et ce, essentiellement, à la fin du 19e siècle et au tout début du 20e siècle, avant la création de la Cour internationale de justice. Il existait d'autres instances judiciaires internationales. La la première expérience de justice internationale a été la Cour permanente d'arbitrage créée par le traité de La Haye de 1899 et confirmé par la suite par le traité de 1907.
Donc, il y a eu une première expérience. Il s'agit plus d'arbitrage, une cour d'arbitrage qui était très essentiellement très corollaire au principe euh, de souveraineté et du libre, comment dirais-je, du libre arbitre des nations de cette époque. Euh, cette juridiction, en fin de compte, n'a jamais cessé d'exister. Elle existe bel et bien encore. Et elle va être par la suite, en quelque sorte, épaulée par une autre juridiction, qui est la Cour permanente de justice internationale, et ce à peu près une vingtaine d'années plus tard, hein, c'est-à-dire essentiellement et précisément en 1919, après le traité, la signature du traité de Versailles, puisque la Ligue des Nations, qui est, faut-il le rappeler ici, une organisation internationale, c'est l'une des premières organisations internationales universelles. Donc, euh, a bien voulu, en quelque sorte, créer cette juridiction internationale de la CPJI pour essayer, en tout cas, dans une philosophie de l'époque, d'éviter tout simplement l'éclatement d'un conflit armé. Dans euh, une philosophie de l'époque qui voyait que la Première Guerre mondiale serait la der des der, hein, c'est-à-dire la dernière guerre, hein, qui serait de cette ampleur-là en tout cas. Et donc l'article 415 du traité de Versailles de 1919 va euh, énoncer cette juridiction qui est la Cour permanente de justice internationale. Euh, ainsi que l'article 15 du pacte de la Société des Nations, donc comme je disais, première organisation internationale universelle. Et cette situation, bien entendu, la CPGI va continuer à exister, tant bien que mal, puisque elle a quand même créé une jurisprudence abondante qui a toujours été une référence pour ce qui va venir plus tard. Euh, la CPJ va continuer d'exister tout au long de cette période de l'entre-deux-guerres. Euh, et ce n'est qu'avec la création des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que la Cour internationale de justice véritablement va succéder à cette CPJI, à la Cour donc de justice internationale, Cour permanente de justice internationale, puisque la Charte des Nations Unies lui consacre le chapitre 14 donc de la Charte qui l'énumère, qui énumère aussi bien l'existence de cette charte, de cette cour-là, et lui comment dire, analyse en quelque sorte, énumère les contours de cette Cour internationale, de l'article 92 à l'article 96 de la Charte des Nations Unies. Et là, je vous lis un petit peu donc le contenu de l'article 92. Donc, la Cour internationale de justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un établi, un statut établi, elle fonctionne conformément à un statut établi sur la base du statut
de la Cour permanente de justice internationale est annexé à la présente charte dont il fait partie intégrante. Donc, vous voyez déjà, dès l'article 92, on voit, dès l'article 92, on voit que il y a une reconnaissance tout d'abord de cette Cour permanente de justice internationale qui existe, qui a été une création de la Société des Nations qui n'existe plus à cette époque, mais les Nations Unies reconnaissent, donc d'une manière textuelle, claire et nette, que la Cour, que la Cour, la CIJ, la Cour internationale de justice, est en fait est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. L'article 93, oui, tous les membres des Nations Unies sont ipso facto, donc sont directement, immédiatement partis au statut de la Cour internationale de justice. L'article 94, quant à lui, dispose que chaque membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de justice dans tout litige auquel il est partie. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, si le juge nécessaire, peut faire des recommandations, décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt. Donc, ce sont des articles qui vont par la suite, être utiles, qui vont par la suite être utiles parce que, comme on va le voir tout à l'heure, la Cour internationale est intervenue dans plusieurs cas et dans plusieurs litiges et essentiellement deux situations litigieuses au Proche-Orient. L'article 96, quant à lui, l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale un avis consultatif, comme on va le voir tout à l'heure, sur toute question juridique, et tout autre organe de l'organisation, institution spécialisée qui peuvent à un moment quelconque recevoir de l'Assemblée générale une autorisation à cet effet, ont également le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité. Donc, ça, c'est un tour d'horizon qui concerne donc la Cour internationale de justice dans le cadre de la Charte des Nations Unies. Donc, il s'agit essentiellement du principal organe judiciaire des Nations Unies, comme on vient de le voir, et tous les États des Nations Unies sont ipso facto, donc en quelque sorte membres de la Cour internationale de justice, et on va voir un petit peu plus loin à propos des compétences. Ce sont des compétences essentiellement qui visent des litiges entre États. Alors justement, venons-en à la question de la compétence de la Cour. Ces compétences-là sont énumérées, comme je viens de le dire, au niveau des articles présents donc, dans le chapitre 4, alors dans le chapitre, oui, dans le chapitre 14 de la Charte des Nations Unies, mais aussi dans le statut même, de la Cour internationale de justice, puisque cette Cour internationale de justice a un statut et un règlement interne. Donc, en ce qui concerne la compétence de la Cour, alors l'article 34, 35 et 41 énumèrent les compétences de la Cour. Donc, le premier article, c'est l'article 34. Seuls les États en qualité pour se présenter devant la Cour, tout d'abord, déjà. Ça, c'est la première compétence. Il s'agit ici d'une compétence intra- ou interétatique, plutôt qu'intra, interétatique. Et elle est ouverte à tous les partis
présentes dans le statut, donc qui sont membres de la Cour internationale de justice et qui sont donc par ricochet membres des Nations Unies. L'article 36, quant à lui, est beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus clair par rapport aux situations et non pas aux acteurs, aux personnes qui peuvent intervenir. Puisqu'il dispose que dans un premier alinéa, tout d'abord, la compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécifiquement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur. Et ensuite, les États partis au présent statut pourront à n'importe quel moment déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation la juridiction de la Cour sur tous les différents d'ordre juridique ayant pour objet tout d'abord l'interprétation des traités. Deuxièmement, tout point de droit international. Troisièmement, la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international. Ce sont des points qui vont être très utiles par la suite. Et quatrièmement, la nature et l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international. Déjà, on voit un peu le, euh, le cercle, le cercle de compétences, la liste des compétences que la Cour internationale de justice, euh, donc, sur lesquelles cette Cour peut statuer. Donc, il s'agit tout d'abord de l'interprétation d'un traité, tout point de droit international, réalité ou fait qui peut constituer la violation d'un engagement international et, bien entendu, cinquièmement, la nature ou l'étendue de la réparation lorsque un engagement international est donc euh, rompu. Donc, la Cour peut statuer entre États, essentiellement, euh, pour des cas de litige, comme on vient de le voir, mais aussi ce tribunal, cette cour, euh, peut statuer d'une manière définitive, c'est-à-dire d'une manière pour véritablement euh, couper ou bien arrêter le litige en lui donnant une solution judiciaire, ou bien elle peut aussi prendre des mesures conservatoires, c'est-à-dire temporaires, jusqu'à ce que l'affaire, euh, jusqu'à ce qu'elle puisse statuer sur l'affaire d'une manière générale, ou bien, ou bien, cette cour peut être sollicitée pour simplement donner son avis, un avis consultatif, un avis consultatif autour d'une question d'interprétation ou simplement de point de vue pour connaître le droit. Alors, ces compétences, elles sont énumérées au sein de l'article 41 de, du statut de la Cour. L'article 41 du statut de la Cour, donc je vous le lis, la Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire? À titre provisoire. Et donc ici,
Et donc ici, clairement, il y a une indication que les mesures peuvent être des mesures, provisoires. Le temps de véritablement de statuer sur la question litigieuse et justement pour éviter que le temps dépensé pour justement pour statuer sur cette situation litigieuse ne soit pas un facteur d'aggravation de la situation. Et donc, ce tribunal, cette cour, peut prendre des mesures conservatoires pour justement, euh, en tout cas, geler une situation qui pourrait éventuellement s'aggraver. Euh, Et d'ailleurs, dans le deuxième alinéa de l'article 41, donc en attendant l'arrêt définitif, l'indication de ces mesures est immédiatement notifiée aux parties au Conseil de sécurité. C'est un détail qui va nous être utile par la suite. Alors, après avoir survolé, euh, ces, comment dirais-je, ses compétences, ses contours du tribunal de cette Cour internationale, la Cour internationale de justice, son histoire, d'où est-ce qu'elle provient, quelles sont ses compétences, qui peut aller devant la Cour internationale de justice. Nous allons maintenant aborder dans cette seconde partie de cette présentation. Donc, la question des, en fait, l'intervention, je dirais, l'intervention de la CIJ au Proche-Orient. Et en fait, la Cour internationale de justice n'est pas étrangère à cette partie du monde, n'est pas étrangère du tout à cette partie du monde. Donc, elle a eu une première, en tout cas, intervention pour donner un avis en 2004. Et là, je parle véritablement des deux dernières situations, des deux dernières, comment dirais-je, implications de la Cour internationale de justice, pour ne pas s'égarer sur d'autres. Il y en a certaines, il y en a d'autres interventions de la Cour internationale de justice, mais j'ai voulu véritablement choisir deux situations où la Cour internationale de justice a été directement impliquée par rapport au territoire palestinien, essentiel. Et donc, dans ce sens, il y a deux interventions de la Cour internationale de justice. La première était en 2004. En 2004, l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, qui date du 9 juillet 2004 et qui concerne les conséquences, qui s'appelle l'avis consultatif, a pour intitulé les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé. Et cet avis a été édicté suite à la demande donc, de l'Assemblée générale des Nations unies, datée du 8 décembre 2003. La Cour devait se prononcer sur une question plus ou moins, je ne dirais pas évidente, mais c'est une question qui est importante et qui l'est encore aujourd'hui. Celle de la violation du droit international par l'occupant des terres palestiniennes
à la suite de la construction d'un mur. Ce mur-là, c'est le mur de séparation. Et cette question est ainsi présentée. Donc, cette question du mur est présentée par l'entité occupante comme étant un moyen de protection contre des éventuelles attaques euh, de la part des mouvements de libération nationale palestinienne. Euh, donc, d'une part, il y a une édification d'un mur. Le mur de séparation, alors il va englober des territoires, euh, des territoires qui se trouvent en Cisjordanie. Et ces territoires-là vont être coupés du reste de la Cisjordanie, mais aussi c'est un mur qui va grignoter encore plus, les territoires des Palestiniens et, et euh, protéger, je ne trouve pas le mot, mais je dirais protéger les colonies israéliennes en Cisjordanie. Alors, bien entendu, ce mur-là, il est nocif pour les Palestiniens à plusieurs égards, puisqu'il va non seulement couper ces territoires, mais aussi il forme une nouvelle ligne de démarcation non reconnue à l'échelle internationale, mais c'est une ligne de fait, elle est existante. Euh, et donc, c'est une ligne de fait et qui porte préjudice, notamment au peuple palestinien et à ses terres. Et renforce une situation illicite qui est celle de la colonisation de la Cisjordanie. Alors, pour cela, la Cour en fait, elle a suivi une, euh, une ligne, euh, je dirais non pas une ligne, mais une ligne logique, hein, une ligne logique et qui s'inscrit dans le droit international. Donc, tout d'abord, elle va relever que l'Assemblée générale, qui lui avait demandé de donner son avis, est tout d'abord autorisée à le faire. En vertu du paragraphe 1er de l'article 96 de la Charte des Nations Unies. Alors ensuite, indiquer que la question qui fait l'objet de la demande relevait aussi de la compétence de l'Assemblée générale. Donc, l'Assemblée générale peut, parce que c'est l'Assemblée générale, et peut parce que l'article 10 et le paragraphe 2 de l'article 11 de la Charte permettent à la Charte, donc permettent à l'Assemblée générale d'évoquer cette question et de demander l'avis de la Cour internationale de justice. Là, comme vous voyez, c'est une étape, ce sont des étapes qui sont, logiques, tout d'abord, et conformes au droit international. Après cette question de la recevabilité et de la compétence, cette Cour va examiner la licéité en droit international de la situation du mur, de l'édification du mur par l'entité occupante des terres palestiniennes. La Cour a déterminé que les règles et principes du droit international qui sont applicables à la question posée par l'Assemblée générale
Donc, elle a commencé par examiner cette licéité de l'édification du mur. Puis par la suite, la Cour a rappelé, en se référant au paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies et à la résolution 2625 de l'Assemblée générale, les principes coutumiers de l'interdiction de la menace et de l'emploi de la force et de l'illicité de toute acquisition de territoire par ces moyens. La Cour a aussi cité dans son avis le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui a été, donc, faut-il le rappeler, consacré dans la charte et réaffirmé par la résolution 26-25. D'autre part, quant au droit international humanitaire, la Cour a mentionné les dispositions du règlement de La Haye de 1907 qui ont acquis un caractère coutumier, ainsi que la 4e Convention de Genève de 1949, applicables, qui sont donc applicables dans les territoires palestiniens, euh, qui s'étendent donc à l'est de la ligne de démarcation, donc de l'armistice de 1949, ou ce qui s'appelle la ligne verte. Et enfin, la Cour a relevé que les instruments relatifs aux droits de l'homme, y compris par exemple le pacte international relatif aux droits civils, pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, s'appliquent, bien entendu, évidemment, dans le territoire palestinien occupé. La Cour a ensuite recherché si la construction du mur avait porté atteinte aux règles et principes qui ont été, bien entendu, identifiés précédemment, faisant observer que le tracé du mur qui incorpore à peu près 80% des colonies installées dans les territoires palestiniens, alors que ces colonies sont installées d'une manière illicite, non seulement par rapport au droit international, mais aussi par rapport, y compris au droit de l'entité occupante. C'est extraordinaire. Et donc, non seulement l'entité occupante, mais aussi le droit international. Et bien entendu, le tracé donc, de ce mur piétiné sur ce qui devait être la capitale palestinienne, donc Jérusalem. Donc, la Cour internationale de justice a relevé toutes ces choses. Et à la fin donc, de cette analyse, la Cour internationale de justice a considéré que l'entité occupante d'État palestinienne devait obligatoirement, avec effet immédiat, de cesser d'arrêter l'édification du mur et de démanteler immédiatement, les ouvrages qui ont été dressés.
Euh, donc, vous voyez que l'avis consultatif est très clair. Ça a commencé avec un avis consultatif, mais c'est terminé avec euh, une obligation pour l'entité occupante, donc de démanteler donc ce mur-là et ces édifices. Maintenant, après cette première, enfin, n'est pas véritablement première, mais qui touche essentiellement la situation des Palestiniens. Bon. Après cette premier avis consultatif, euh, nous passons quasiment 20 ans plus tard, 20 ans plus tard, à euh, à une requête, cette fois-ci, une requête, euh, qui a été introduite par la République d'Afrique du Sud contre l'entité occupante des terres palestiniennes, euh, contre celle-là, et justement, pour des faits beaucoup plus graves, des faits beaucoup plus graves qui touchent non pas de changer la géographie, les lignes, mais de changer la composition ethnique d'une zone habitée. En effet, le 29 décembre 2023, l'Afrique du Sud a déposé devant la Cour internationale de justice une requête introductive d'instance contre l'entité occupante des terres palestiniennes. Et ce, pour des crimes, génocide et la prévention que ces crimes-là, que ce crime-là ne s'étende dans le temps et dans l'espace. Et cela, elle s'est basée pour cela, donc elle s'est basée pour faire cette requête à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, ainsi que des rapports et des faits officiellement rapportés par des institutions crédibles et jouissant d'une notoriété et une légitimité internationale, y compris des agences onusiennes. Il s'agit là d'un dossier lourd, puisqu'il comportait plus que 80 pages, et lourd aussi parce que il y a un nombre horrible, choquant, de victimes civiles, essentiellement, du côté palestinien. Alors, qu'est-ce que le crime de génocide? On pourrait se demander, quel est le crime dans quoi consiste le crime de génocide? D'après cette convention, celle du 9 décembre 1948, sachant qu'elle a été adoptée une journée
avant la Déclaration universelle des droits, des droits de l'homme, le 10 décembre. Pour vous dire l'importance historique et juridique d'un tel instrument. L'instrument est clair. Il ne se spécialise que sur cette question de génocide. Son article 2 et 3 nous donnent une idée extrêmement claire de ce que c'est qu'un génocide. L'article 2 dispose, dans la présente convention, bien entendu, celle de l'élimination donc du génocide, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire ou de tout ou en partie un groupe national, de tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial, religieux, comme meurtre de membres du groupe, atteinte grave de l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, c'est-à-dire les mesures de siège. C'est un siège, il y a un siège aujourd'hui contre Gaza. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. L'article 3 seront punis les actes suivants: le génocide, l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide, la complicité dans le génocide. Il n'y a pas plus clair. Je n'ai même pas besoin d'analyser, tant ces deux articles sont clairs. Donc, il ne s'agit pas que simplement de commettre le génocide, mais l'entente en vue de le faire, ou bien l'incitation directe et publique à le faire, ou bien même la tentative, et encore plus la complicité. Donc, si on regarde la situation à Gaza, tout y est. C'est la totale, comme on dit. C'est la totale. Œufs, jambon, fromage. C'est tout. Il y a tout là-dedans. L'ordonnance en indication de mesures conservatoires. Alors ici, il faut savoir qu'il y a deux choses lorsque cette requête a été introduite par l'Afrique du Sud. Il y a tout d'abord une demande d'une ordonnance de mesures conservatoires pour arrêter la situation, pour geler la situation telle qu'elle est. Et ensuite, s'il y a lieu, et bien entendu par la suite, permettre à la Cour internationale de justice de statuer sur cette situation. Alors, l'ordonnance, quant à elle, en indication de mesures conservatoires, qui a été adoptée donc le 26 janvier 2024, c'est ça fait une semaine. Donc, dans cette affaire, représente réellement une victoire judiciaire pour l'Afrique du Sud et pour les Palestiniens. Même si elle n'a pas ordonné d'une manière directe
la cessation de l'offensive israélienne. Il n'y a pas eu véritablement de prononciation sur un arrêt de l'offensive. Le risque de génocide a été clairement reconnu. Et les mesures ordonnées doivent conduire à la cessation des opérations militaires. Cette décision est très importante puisqu'elle représente une jurisprudence importante en la matière, qui touche maintenant tous les pays, tous les États membres des Nations Unies. Et la Cour a réaffirmé son caractère ega erga omnes dans le paragraphe 33 de cette ordonnance. Le risque de génocide a été établi. Puisqu'il y a des actes avérés, fondés très largement sur les alertes des Nations Unies elles-mêmes et de leurs agences. Elle les déclare notamment dans le paragraphe 47, 48, 49, 53, 67, 68, 69. Dans une dernière alerte a été émanée de l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, dans le Proche-Orient, l'UNRWA, datant du 17 janvier 2024. Et donc, pour conclure, la Cour a déclaré que la population civile de la bande de Gaza demeure extrêmement vulnérable. Et ce sont les paragraphes 70-71. L'opération militaire conduite par Israël après le 7 octobre 2023 a notamment fait des dizaines de milliers de morts et de blessés et causé la destruction d'habitations, écoles, installations médicales et d'autres infrastructures vitales, ainsi que des déplacements massifs de population. Aujourd'hui, de nombreux Palestiniens de la bande de Gaza n'ont pas accès aux denrées alimentaires de première nécessité, à l'eau potable, à l'électricité, aux médicaments essentiels ou au chauffage. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a estimé que 15% des femmes qui accouchent dans la bande de Gaza étaient susceptibles de souffrir de complications et prévoyait une augmentation des taux de mortalité maternelle et néonatale en raison du manque d'accès aux soins médicaux. Ces éléments correspondent à l'article 3 de la Convention sur la prévention et la répression du crime du génocide du 9 décembre 1948. Maintenant, voilà que la Cour a pris des mesures conservatoires. Maintenant, soit la partie concernée va se soumettre à ces mesures, ou bien c'est le Conseil de sécurité qui va s'en charger de lui notifier, cette partie de la nécessité de le faire. Et là, on entre dans un autre domaine qui n'est pas celui du droit. C'est un autre domaine politique, géopolitique, militaire, des rapports des forces,
sur le terrain, des pressions étatiques, internationales, économiques, morales, des institutions et organismes des droits de l'homme internationaux. Et là, on va découvrir le degré tout d'abord d'efficacité de la Cour internationale de justice, de l'ordre international actuel, des rapports des forces. On va en quelque sorte cette ordonnance va mettre à nu l'ensemble de ces éléments. Voilà. J'espère que je n'ai pas été long. C'est une affaire à suivre. Très bientôt, il va y avoir l'entrée en jeu du Conseil de sécurité et on va voir quelles sont les suites qui vont avoir. Je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions, s'il y a des commentaires, s'il y a des interrogations, je demeure à votre disposition. Voilà, merci. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Comment allez-vous? Bien, ça va. J'ai une question. Je ne vous entends pas très bien, oui? Une minute. Alors, c'est bien comme ça? Oui, c'est mieux. D'accord. Alors, j'ai une question. Est-ce que Israël est-il obligé de se conformer au jugement? Ça de un. Et la Cour a rappelé que ces ordres étaient... La deuxième question, c'était... La deuxième question, je l'ai pas encore, je ne l'ai pas entendue. mais de suspendre complètement ignoré. L'ONU d'intervenir et d'autoriser l'emploi de la force pour faire respecter la décision de la Cour. D'accord. Alors, pour ce qui est de la première question. Alors, la première question, c'est l'obligation, n'est-ce pas? L'obligation. Alors, c'est oui. Il y a une obligation. Une obligation, quand est-ce que cette obligation émerge? C'est lorsque un État impliqué c'est-à-dire qui va être impliqué dans une affaire hein, qui entre dans la coupe des compétences de la Cour internationale de justice, se soumet et déclare qu'elle accepte donc la Cour internationale de justice, la juridiction, que la juridiction, cette juridiction tranche le litige. Parce que avant d'aller devant la Cour, il y a eu un accord préalable entre
l'Afrique du Sud, d'une part, et l'entité occupante des territoires palestiniens. Il y a eu un accord, c'est un accord international selon lequel les deux parties s'accordent à aller devant ce tribunal-là. Et donc, à partir de ce moment, les deux États vont mettre un tout petit peu de leur souveraineté à côté. Parce qu'un État peut tout à fait refuser d'aller devant la Cour, même pour se défendre. Même en tant que défendeur, un État peut ne pas aller. Mais du moment qu'il accepte d'aller, il se soumet donc aux décisions de cette Cour-là. Alors, ça, c'est de un. De deux, parfois, les États peuvent estimer que la Cour n'était pas forcément l'avis consultatif ou bien l'arrêt de la Cour n'est pas forcément dans son intérêt. Alors il va commencer à l'étape, c'est un réflexe quasiment naturel, il va rechigner à appliquer ce que la Cour internationale de justice lui demande d'appliquer. Et à ce moment-là, le Conseil de sécurité, peut, pourquoi j'emploie peu? Parce que peut l'obliger à l'appliquer. Pourquoi peu? Parce qu'on va entrer dans un autre jeu. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait un droit de veto pour que le Conseil de sécurité va dessaisir de ce rôle. Il va dire, OK, cette affaire, la Cour internationale de justice nous demande de l'appliquer, mais il y a un ou plusieurs vétos au sein essentiellement des membres permanents du Conseil de sécurité, et donc le Conseil de sécurité ne peut pas faire autre chose. Donc c'est pour cette raison que je dis que c'est très relatif. Et même si, moi je suis généralement, je suis réaliste en ce qui concerne les aspects de la politique étrangère, c'est des relations étrangères, des relations internationales. C'est vrai qu'il s'agit d'une grande défaite au niveau juridique pour l'entité occupante. Mais est-ce que politiquement et est-ce que militairement on peut l'obliger? Est-ce qu'il va lui-même? Est-ce que c'est une entité respectable du plan international? La réponse est forcément non. C'est une entité hors la loi. D'ailleurs, hors de toutes les lois. Vous pouvez mettre toutes les lois possibles et imaginables en droit international, humanitaire ou bien la Charte des Nations Unies ou n'importe quel droit, quelle règle du droit international, et on va commencer à cocher. Quasiment toute la panoplie de droits n'est pas appliquée. Aussi bien le droit humanitaire que le droit international tout court. Et donc, à mon avis, c'est encore le rapport des forces. Le rapport des forces sur le terrain, je précise, sur le terrain, c'est-à-dire le rapport des forces militaires sur le terrain qui va peser le plus dans ce conflit. C'est vrai que c'est au niveau du droit, il s'agit de véritablement de mettre à nu cette entité occupante. Voilà, clairement, officiellement, elle se trouve en dehors du droit, mais est-ce que c'est suffisant? À mon sens, non. C'est une pression supplémentaire. Voilà. Excusez-moi. Oui. Oui, monsieur, mais vous savez que la Cour avait ordonné la Russie de suspendre son invasion de l'Ukraine. Mais moi, je l'avais complètement ignoré. Ça, de un, ça fait 2 ans après la guerre de l'Ukraine et de la Russie. Ça, de un. De deux, s'il y a une demande du Conseil de sécurité de l'ONU d'intervenir et d'autoriser l'emploi de la force pour faire respecter la décision de la Cour, est possible en théorie, mais probable notamment
parce que les États-Unis est un allié d'Israël. Donc, ici, on parle d'aspect politique peut-être, donc Absolument. qui dépasse tout ce qui est C'est ce que je juridique. suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il va y avoir forcément, à moins qu'une, comment dirais-je, une situation surprenante n'ait lieu, mais sinon, il va y avoir forcément un veto américain. Donc là, on est dans le politique. Il ne faut pas oublier que le Conseil de sécurité, c'est un organe en charge de la sécurité et des aspects politiques. Et donc, ça, c'est politique. Alors, le droit, lui, il a été prononcé. C'est clair et net. Il y a une tentative de génocide. L'entité occupante est, en tout cas, elle a l'intention, il y a une intention, si ce n'est pas un début, si ce n'est pas un début au sens de la Cour internationale, d'un génocide. C'est clair, c'est net. Mais maintenant, comment est-ce que appliquer cette ordonnance, ça, à mon avis, ce sont les limites du droit international actuel. Parce que si on veut faire appliquer cette ordonnance-là maintenant, il faudrait un petit peu plus que le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est bloqué depuis déjà pas mal de temps, depuis quasiment la guerre syrienne, depuis qu'il y a une guerre en Syrie, il y a un blocage au niveau du Conseil de sécurité. Et donc, euh, le Conseil de sécurité, parce qu'il y a ce fameux privilège de droit de veto, et donc voilà. Donc, pour l'Ukraine, vous avez évoqué tout à l'heure l'Ukraine, bon, c'est à peu près la même situation. Vous avez un État agressé, un État agresseur. Voilà. Dans un jeu beaucoup plus grand qui est le jeu géopolitique, bien entendu. Et donc, on voit comment est-ce que la Cour a demandé l'arrêt des hostilités claires et nettes pour la Russie, alors qu'elle ne le dit pas clairement et nettement pour l'entité occupante des terres palestiniennes. Donc, mais cependant, malgré cela, ça reste quand même un avis qui est, non pas un avis, mais une ordonnance qui est importante, parce qu'elle met à mal juridiquement la position israélienne. Mais pour l'appliquer, je crois que la Cour internationale de justice ne peut pas l'appliquer. Elle ne l'a pas appliqué durant la guerre en Ukraine et je crois qu'elle ne va pas pouvoir l'appliquer en tant que juridiction dans le conflit, donc dans la guerre à Gaza. Euh, Encore une fois, c'est le terrain qui va être qui va trancher. Hein, ce sont les combats carrément. Pour être clair, hein, ce sont les combats qui vont véritablement trancher cette affaire. Donc, euh, donc voilà. J'espère avoir répondu à votre question, monsieur. Oui, monsieur, et je pense que c'est le moment que le monde, ou bien le reste du monde, demande des réformes au sein du Conseil de sécurité. Hein. Je pense que c'est le moment que le monde, le reste de 15 pays, je pense, le reste de 195 pays, 193 pays au sein des Nations Unies, c'est le moment de demande des réformes au sein du Conseil de sécurité. Alors, les réformes, oui, je suis entièrement d'accord, sauf que euh, si on réforme pour avoir une situation pire que celle-là, il y a un risque aussi. Il y a un risque. Parce que s'il y a une réforme, ce n'est pas forcément en améliorant la chose pour en tout cas les pays du Sud. Hein, c'est pas toujours évident. Si on commence à changer des choses dans l'ordre essentiellement politique international, il peut y avoir des surprises. Donc, il faut y aller véritablement d'une manière très, comment dirais-je, euh, très pensée. Hein. Il faut véritablement penser, il faut y aller petit à petit. Parce que, justement, comme vous le dites, euh, l'ordre international juridique actuel et l'ordre politique international ne peut pas rester immobile, alors que la réalité, elle change. Mais encore une fois, si on change, pas forcément, il y a tellement une tension internationale que
il peut y avoir des surprises lors de ce changement-là. Mais merci pour votre remarque, c'est très pertinent. Merci à vous, monsieur. Merci. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des interrogations? Donc, je vous remercie pour votre attention et j'espère que ça a été cette intervention a été claire et qu'elle vous rajoute, en tout cas, des données utiles pour vos recherches et une vision beaucoup plus claire sur cette situation euh, qui, euh, qui touche la Cour internationale de justice. Donc, je vous remercie et on se revoit pour d'autres conférences bientôt. Au revoir.